Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sands. Oh, island. Cette chanson que j'ai choisie pour débuter mon édito a été composée et écrite en 1957, il y a 66 ans, par l'acteur noir américain d'origine jamaïcaine, Harry Belafonte, surnommé le roi du calypso. Il est malheureusement décédé l'année dernière à 96 ans, et cette chanson évoque une île qui pourrait être n'importe laquelle entre Trinidad et Cuba dans la mer des Caraïbes. Cette chanson a été reprise en 1959 par Henri Salvador, artiste d'origine guadeloupéenne, et ses paroles décrivent aussi une petite île, un îlot parmi tant d'autres. N'est-ce pas en définitive ce que notre pays est, un îlot parmi tant d'autres? On pourrait cependant en douter quand on prête un tant soit peu l'oreille aux discours tenus par nos décideurs. En général, et à les entendre, tout est possible, partout et parfois même en même temps. Mais c'est généralement en cours de route que les protestations de certains de nos compatriotes se font entendre. En effet, il arrive fréquemment qu'il y ait ce qu'on appelle des conflits d'usage. Par exemple, des activités sur le littoral qui nuisent à l'activité des marins-pêcheurs. Comment tirer une scène alors que vous avez des bateaux ancrés face à vous? Ceci est un exemple. Et c'est en particulier ce qui s'est passé dans le cas des zones de mouillage organisées prévues à Saint-Pierre et au Cambet. De quoi s'agit-il? Depuis des décennies, les élus de notre pays entendent faire du tourisme un axe majeur de développement et du tourisme de plaisance l'un des vecteurs de ce développement. Pourquoi pas, dès lors que les Martiniquais y gagnent quelque chose en termes d'emplois directs et indirects, et dans la mesure où ces touristes consomment naturellement nos produits locaux, et notamment ceux issus de l'élevage et de l'agriculture. En théorie, ça fonctionne sur le papier, mais dans la pratique, c'est moins évident. Les quantités produites ne sont pas suffisantes et les prix pratiqués mettent les produits de l'agriculture et de l'élevage hors de portée de la majorité de nos compatriotes. Notre agriculture est loin de nous nourrir. Bilan, comme les Martiniquais, les plaisanciers ont recours aux produits importés. Les estimations du chiffre d'affaires de la plaisance conduisent à environ 600 millions d'euros par an, ce qui peut paraître beaucoup. Mais il faut rapporter cette somme aux 62 000 plaisanciers qui ont fréquenté notre pays de quelques jours à quelques mois entre janvier et octobre 2023, ce qui représente grosso modo autour de 22-23 euros par personne, quand une nuitée d'hôtel coûte au moins 3 fois plus. Pas de quoi fouetter un chat. Mais cela veut dire aussi que nous avons entre 15 et 20 000 embarcations de plaisance qui fréquentent nos eaux. Et il faut bien qu'elles s'arrêtent quelque part. C'est là que commencent les problèmes. Quand une embarcation de plaisance arrive chez nous, la première démarche est de procéder à une déclaration au service des douanes, ce qui s'appelle une clairance. Cette embarcation peut s'amarrer à un appontement
dans une marina ou à une bouée rattachée à une dalle de béton ou un objet pesant, en général posé au fond de l'eau. C'est ce qu'on appelle un corps mort. Elle devra alors payer une somme variable en fonction de sa taille. En retour, elle bénéficiera de l'évacuation des eaux provenant des sanitaires, ce qu'on appelle des eaux noires, des eaux de douche et de lave-linge et de la collecte des déchets. Aussi de la Wi-Fi. S'ajoutent les consommations d'eau potable et d'électricité facturées à part. Pour une embarcation de 15 mètres et pour un an, c'est un peu plus de 4 000 € par année à l'appontement et 2 400 à la bouée au port de plaisance communautaire de l'étang Abricots, non compris l'eau et l'électricité. Comme vous le voyez, ce n'est quand même pas à la portée de tout le monde. Entre les ports de plaisance du Marin, des Trois-Îlets, du Lamentin et de Fort-de-France, grosso modo 1500 places sont disponibles. Mais le nombre d'embarcations est 10 fois plus élevé, autour de 15 000 au moins. Où vont donc les embarcations qui ne trouvent pas place dans la marina ou sur les bouées? C'est là que se trouve l'origine de ce qu'on appelle des mouillages forains. J'explique. L'embarcation arrive, jette l'ancre ou s'amarre à une bouée, c'est gratuit, mais cela pollue et détruit les fonds marins comme les espèces qui s'y trouvent, à la fois espèces les poissons et puis les herbiers par exemple, ou les coraux. Les eaux provenant des sanitaires, les eaux noires, les eaux provenant des douches ou du lave-linge, ce qu'on appelle les eaux grises, ne sont pas collectées et, bien évidemment, elles finissent dans la mer. Les autres déchets, on ne sait pas trop. Et c'est ce que l'on observe dans les baies de Sainte-Anne, du Marin, des Anses d'Arlet, du Carbet et de Saint-Pierre. Il y a peu ou pas de contrôle. Pourtant, la loi sur l'eau prévoit que tous les navires de plaisance construits à partir de 2008 et équipés de toilettes doivent être équipés soit d'un bac de rétention, qu'on appelle cuve à eau noire, soit d'un système de traitement des eaux usées. Les rejets d'eau noire ou grise ou de fond de cale sont strictement interdits dans les ports et dans la zone des 3000 nautiques, c'est-à-dire environ 6 km. Le rejet des eaux noires est possible au-delà des 6 km, mais à condition que le bateau soit équipé d'un système de boyage et de désinfection. Le rejet doit s'opérer à une vitesse d'au moins 4 nœuds, disons 8 km/h. Mais de plus en plus de ports et de zones de mouillage ne sont accessibles que si le navire dispose d'un système de rétention des eaux usées. En contrepartie, chaque port doit disposer d'installations de réception des déchets des eaux usées des navires. Qu'en est-il en Martinique? Qui veut vérifier en piquant une tête dans la marina du Marin? Si depuis 40 ans, tout a été fait par nos élus pour développer la plaisance et faire venir des embarcations, personne ne s'est jamais vraiment soucié de déterminer combien pourrions-nous accueillir d'embarcations de plaisance et dans quelles conditions cela pourrait se faire. Bagay tala pate à sous-compte personne. C'est pour tenter de régler ce problème que la communauté d'agglomération Cap-Nord, reprenant le dossier initié en 2013 par la Chambre de commerce et d'industrie, a fait le choix
de mettre en place dans la baie de Saint-Pierre et dans celle du Carbet une zone de mouillage organisée. En haute saison touristique, en effet, une soixantaine d'embarcations de plaisance mouillent dans la rade de Saint-Pierre et autour d'une vingtaine en basse saison. La photo qui est projetée à l'instant vous montre les zones prévues. À Saint-Pierre, 3 quartiers. Le quartier dit du Fort, où 42 embarcations sont prévues. Un deuxième quartier, celui de la Poudrière, où 35 embarcations sont prévues. Et enfin, le quartier du Mouillage, où 55 bateaux sont prévus. Une situation similaire est prévue au Carbet, sur 2 lieux. Le premier endroit, c'est donc à Grand'Anse, où il est prévu 49 bateaux. Et puis, au lieu dit Le Coin, il est prévu 27 embarcations. Cela fait beaucoup. Évidemment, ces embarcations bénéficieront d'équipements à terre, un ponton pour le ravitaillement, une cale de mise à l'eau, des blocs sanitaires, des points de collecte des déchets, etc., etc. Vous noterez comme moi que les installations destinées à nos compatriotes marins-pêcheurs ne bénéficient pas, en général, d'autant d'attention. Il faut des années pour obtenir une machine à glace. Enfin, on nous finit puis ça. La réalisation de ce projet représente pour le moment 6 millions d'euros hors taxes. Quelques questions. Pourquoi faut-il 206 mouillages quand pour l'heure, une soixantaine d'embarcations sont présentes à Saint-Pierre et 1 ou 2 au Carbet? Aucune réponse n'est apportée à cette question, sinon qu'une étude financière aurait abouti à cette conclusion. Une étude financière faite par qui et sur quelle base? Mystère. Aucun document n'est joint à l'enquête publique sur ce point. Deuxième question. Que rapportera cet équipement à la communauté d'agglomération Cap-Nord? Quels impacts attend-on sur l'économie de Saint-Pierre et du Carbet? Combien d'emplois sont-ils ainsi prévus? Quel type d'emploi? Avec quelle qualification? Autre mystère. À 22 € en moyenne par jour et par personne, on n'ira pas bien loin. Troisième question. Qui déterminera le montant exigé pour l'amarrage des embarcations de plaisance? Encore un nouveau mystère. Comment vérifiera-t-on, c'est la quatrième question, que les eaux noires, les eaux grises et les déchets ménagers seront effectivement collectés et ne seront pas rejetés en mer? Toujours un mystère. Les embarcations prévues à Saint-Pierre-au-Carbet seront à très faible distance de la côte. La baignade sera-t-elle interdite dans ces 2 endroits? Le mystère s'épaissit. Le Nord Caraïbe est réputé pour ses maîtres seineurs, la pêche des balaous et des couliwous, pour lesquels on peut utiliser un filet. Des marins pêcheurs ont fait valoir que la création de cette zone de mouillage organisée impactera leur activité, du fait de la présence des embarcations.
S'agira-t-il dorénavant d'une activité folklorique? Une exploitation aquacole existe au lieu-dit Le Coin, précisément à l'endroit où une zone de mouillage a été prévue. Est-elle condamnée à disparaître? Lors de l'enquête publique, sur 38 avis exprimés, 7 étaient favorables et un partiellement favorable. 29 étaient défavorables. Que va faire M. Bruno Nestor Azero, le président de Cap-Nord? Là, on est dans le noir complet. Toujours est-il que 3 pétitions ont été déposées en mairie. La première vient de l'association La Seine et rejette le projet présenté. Elle a recueilli 77 signatures. La seconde concerne la zone de mouillage prévue à Saint-Pierre et elle s'y oppose en l'état. 241 personnes l'ont signée. La troisième recueille 43 signatures, a été adressée par l'Assopamar. Elle émet un avis défavorable compte tenu des impacts négatifs de ces zones de mouillage organisées sur la pêche et l'aquaculture, l'environnement et le paysage, les activités de détente et de loisirs. La question de l'accueil et du mouillage des embarcations de plaisance dans notre pays ne devrait-elle pas être vue globalement afin d'éviter que chaque maire, fasse ce qu'il veut dans son coin? Le littoral et la mer appartiennent à tous et son usage doit être partagé. Encore faut-il que les intérêts de chacun soient réellement pris en compte. Devons-nous accepter que tous les plaisanciers qui le souhaitent viennent sur nos côtes? Quel impact, quelles conséquences a cette activité sur l'emploi et plus généralement sur notre économie? Et surtout, qui en profite? Quelles nuisances génère-t-elle? Sous quelles conditions le mouillage d'embarcations de plaisance peut être compatible avec les autres activités qui ont lieu sur notre littoral? Si l'accueil des plaisanciers peut représenter une opportunité, les embarcations de plaisance servant de résidence à ceux qui y vivent et qui s'approvisionnent en eau potable et se débarrassent de leurs déchets sans payer ni impôts ni taxes, imposent aux communes concernées de supporter des charges payées en définitive par le contribuable. Est-ce que cela est juste? À première vue, les expériences que nous observons sur certaines zones de mouillage, surtout dans les marinas, font de ces espaces des sortes d'enclaves que nos compatriotes, il faut bien le dire, boudent, ayant parfois le sentiment d'être comme un pruneau dans un bol de lait. Dans les ports de plaisance du sud de la France, le délai d'attente est parfois de 5 ans. Serait-il absurde de fixer l'accueil d'un nombre limité d'embarcations de plaisance au-delà duquel il ne serait pas possible d'aller? Quant au mouillage forain, ne serait-il pas venu le temps de l'interdire purement et simplement et, au besoin, de le sanctionner? Merci. Oh, mon île au soleil, paradis entre terre et ciel, où le flot tout le long des jours chante au sable fin sa chanson d'amour.